Salut Internet. Quand on regarde une carte du monde, il y a des frontières où tout va bien, et puis d'autres où, bon, c'est un peu plus tendu. Et puis, il y a des frontières où tout a l'air calme, propre, tranquille, jusqu'à ce qu'on zoome. Entre l'Inde et le Bangladesh, il existe la frontière la plus bordélique du monde, et peut-être même de l'histoire. Des dizaines d'enclaves, des territoires dans des territoires, des pays dans des pays. C'est incroyable, et sur une carte ça peut faire sourire, mais dans la vraie vie, des gens vivent là-dedans. Alors comment on est arrivé à dessiner une frontière pareille, et surtout, comment on vit avec ça au quotidien ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans Maps. Ok, donc, ici on a l'Inde et ici on a le Bangladesh. D'apparence comme ça c'est ok, quand on se pose un peu plus, à la limite, on peut trouver le découpage du Bangladesh un peu singulier, quasiment enclavé dans l'Inde, avec un tout petit bout de frontière partagé avec le Myanmar. Mais en soi, rien qui nous ferait faire une vidéo spéciale sur ces deux pays. Mais, si on zoome ici, au nord du Bangladesh, à la frontière avec l'Inde, la carte commence à devenir bizarre. La région est parsemée d'enclaves, plus d'une centaine, et des deux côtés, environ 50 enclaves bangladaises et plus de 100 indiennes. Très concrètement, ça donne des trucs du genre, ici un bout d'Inde dans le Bangladesh, et ici un bout de Bangladesh dans l'Inde. Jusque-là, c'est classique dans le game des enclaves. Mais on peut faire pire. Un bout d'Inde dans un bout du Bangladesh, qui est lui-même en Inde. C'est pas mal. Mais attendez, il y a le cas ultime maintenant. Un bout de l'Inde qui est dans le Bangladesh, qui est dans l'Inde, qui est dans le Bangladesh. Une vraie poupée russe géopolitique. Cet endroit s'appelle Dahala Kagrabari et fait à peu près un terrain de foot. C'est pas très grand. Mais ça veut dire que si tu te places ici et que tu veux aller là, en ligne droite, tu dois techniquement franchir 16 fois la frontière. Et comme si tout ce bazar ne suffisait pas, il y a une autre frontière, physique cette fois-ci, qui se superpose à tout ça. Plus de 3200 km de fils barbelés qui matérialisent la limite entre l'Inde et le Bangladesh. Et ça dit deux choses de la situation. Déjà, que la relation entre les deux pays, c'est pas forcément une histoire d'amour, hein, mais surtout que cette portion de la frontière complètement éclatée par des enclaves n'arrange vraiment rien au chaos de la situation. C'est une question hyper légitime. D'où vient tout ce bazar ? On cite souvent 1947, c'est l'indépendance de l'Inde, la partition des Indes comme origine du problème, mais en réalité, c'est bien plus ancien. Il faut remonter au XVIIIe siècle. À cette époque, on n'est pas du tout dans un monde avec des frontières nettes et fixes. Regardez cette carte. Il y a des royaumes absolument partout dans cette région du monde. Ça en devient presque illisible. Royaume du Grand Tibet, de Ladakh, de Rudok, de Moryul, de Tsang, de Lhasa. Et si on dézoome, on a les États du Grand Moghol. Maintenant, si je prends une carte un peu plus précise de là, hein, cette région-là, eh bien ici on a le Couch Behar, qui est un acteur clé avec l'Empire Moghol pour comprendre ce bazar. Entre les deux, c'est loin d'être clair. Les Moghols ont conquis une grande partie du territoire, mais pas l'entièreté. Certains chefs locaux de Couch Behar tiennent encore des poches de résistance. Et pour compliquer les choses, l'Empire Moghol garde aussi des zones d'influence à l'intérieur même de Couch Behar, où son autorité est partielle. Ça devait être un bordel de vivre là-dedans à l'époque. Entre 1711 et 1713, plusieurs accords et arrangements politiques viennent figer cette situation un peu étrange. Mais à l'époque, personne ne trouvait ça absurde. Il n'y avait pas d'histoire de contrôle aux frontières, de machin, bon. Et surtout, Couch Behar reste un état tributaire de l'Empire Moghol. Les frontières sont floues, la souveraineté est partagée. Dans la vie quotidienne, ça change pas grand-chose. Le vrai problème, c'est que ces enclaves vont survivre à tout. À l'Empire Moghol, à la domination britannique, à la création de l'Inde et du Pakistan en 47, à l'indépendance du Bangladesh en 71. Je veux dire, quand les Britanniques prennent le contrôle de la région, ils auraient pu. Mais non, ils n'ont pas cherché à simplifier les cartes. Au contraire même, ils ont encore plus figé la chose. Chaque territoire a été enregistré administrativement. Et quand arrive la partition en 1947, ces vieilles frontières d'un autre temps, jusque-là, qui étaient juste bizarres, sont devenues des frontières internationales. Juridiquement, c'était ingérable. Humainement, c'est un cauchemar. Et justement, concrètement, comment ça se passe au quotidien ?
Quand tu vis sur un mini territoire, forcément, t'as pas tout sur place. Alors comment les gens font? Mais très clairement, le quotidien de ces enclaves est cohérent avec leur géographie. Un gros bordel, c'est le terme. Au total, ça concerne plus de 50 000 personnes des deux côtés confondus. Satisfaire les besoins basiques de la vie quotidienne devient compliqué. L'eau potable, par exemple, assez utile pour l'existence. Imagine que tu vis sur un territoire qui fait la taille d'un terrain de foot, t'as pas de puits. Ah, c'est ballot ça. Mais heureusement, ton voisin en a un. Sauf que ton voisin, il vit dans un autre pays. C'est pas facile. Même chose pour la santé. Pas d'hôpital ou de service d'urgence à proximité. Si t'arrives, je sais pas, un petit bobo, genre tu te casses la jambe. Là, tu t'es fait mal. T'appelles l'ambulance pour qu'elle vienne te chercher. Elle peut pas passer la frontière. Légalement, du moins. Et puis, il y avait l'ultime absurdité de toute cette situation. Si tu vis dans cette enclave, et que tu souhaites aller ici, qui est aussi ton pays, je te le rappelle, c'est juste, tu dois traverser un autre pays, mais techniquement, c'est chez toi. Et ben vu que tu dois traverser un autre pays, justement, il te faut un visa, frérot. Sauf que ce visa, il s'obtient à l'ambassade qui est ici. Donc il te faut un visa pour traverser, mais tu dois traverser pour avoir un visa. Bon, résultat, dans la pratique, beaucoup de gens juste ne sortent pas, ils restent là avec leurs jambes cassées. Et c'est là qu'on comprend un truc essentiel. Une frontière absurde sur une carte, c'est pas juste un problème rigolo de géographie. Dans la vraie vie, ça peut devenir un piège dont on ne peut même pas sortir. Et là, je vais vous rassurer, messieurs, dames. Tout ce que je viens de vous décrire n'existe plus aujourd'hui. Ce chaos frontalier a fini par être réglé. Et ce qui est assez fou, c'est la manière dont ça s'est fait. En 1974, l'Inde et le Bangladesh signent un accord frontalier pour mettre fin au problème. Sur le papier, c'était très simple. On échange les territoires, on redessine des frontières propres. Franchement, c'est facile. Le Bangladesh a immédiatement ratifié l'accord, mais côté indien, ça a bloqué. Parce que toucher au territoire national, ça veut dire toucher à la Constitution. Ça veut dire obtenir un vote du Parlement, l'accord des États fédérés. Non, c'est trop compliqué. La situation est restée figée pendant encore 41 ans. Il faut attendre 2015 pour que l'accord soit enfin ratifié. On a assisté à un échange de territoires, sans guerre, sans pression internationale, sans arbitrage externe. Deux États ont accepté de perdre officiellement du territoire pour régler un problème humain, et c'est suffisamment rare pour le souligner. Concrètement, ça change tout. Avant, beaucoup d'habitants vivaient dans des zones juridiquement réelles, mais pratiquement inexistantes. On l'a vu, pas de police, pas de tribunaux, pas d'administration, pas de droit de vote. Et en 2015, tout est régularisé. Chaque habitant a le choix, changer de nationalité et rester sur place, ou garder sa nationalité d'origine et déménager de son enclave. Et le résultat est très clair. L'immense majorité choisit de rester là où elle a toujours vécu. Au total, on parle de seulement quelques centaines de déplacements, c'est rien du tout. Vous imaginez, d'une certaine manière, la géographie a plus compté que la nationalité. Donc voilà, toutes les enclaves en 2015 ont, officiellement disparu. Toutes ? Non. Une enclave peuplée d'irréductibles Bangladais résiste encore et toujours. De tout ce gruyère, il y a un seul trou qui est resté, l'enclave bangladaise d'Ahagram Angarpota. Ça s'explique assez facilement, déjà elle est très grande, environ 18 km², et puis elle compte des milliers d'habitants. Logistiquement, l'échange aurait été beaucoup trop compliqué, et politiquement c'était sensible. Alors les deux pays ont opté pour une solution alternative, connecter l'enclave au lieu de la supprimer. C'est comme ça que le corridor de Tindiga a été ouvert en 1992. Son accès a d'abord été restreint, accessible quelques heures par jour, mais depuis 2011, c'est ouvert quasiment 24 heures sur 24. Et regardez, quand on est autour de ce corridor, on voit bien les gigas barbelés. L'ambiance doit être un peu pesante quand même. Finalement, pendant 70 ans, le monde s'est acharné à protéger des frontières absurdes. Et quand on les a enfin supprimées, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de guerre, pas d'exode massif, pas de chaos. Les frontières qui semblaient être les plus compliquées à défendre dans le monde, on connaît la relation entre les deux pays, et c'était peut-être en fait les plus inutiles. Bon, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Salut les gars, salut Internet.